Bonjour Serge Pogam. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui pour cet entretien qui va être réalisé avec le soutien du Centre d'études de la cohésion et du conflit social, COES, dans les locaux de la Faculté de sciences sociales de l'Université du Chili. Nous remercions l'initiative bicentenaire et le doctorat en sciences sociales. Je remercie également Mauro Bassaure et Clemencia González qui ont participé à l'élaboration de cet entretien. Et merci à vous pour votre disponibilité. C'est un plaisir. Donc Serge Pogam, vous êtes sociologue, formé en France dans les années 80, actuellement directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et au Centre national de la recherche scientifique. Et la plupart de vos travaux portent sur la question du lien social, particulièrement la pauvreté et ses différentes expressions, la précarité, l'exclusion, la disqualification sociale sur laquelle nous reviendrons. Vous travaillez aussi sur les formes de solidarité dans les sociétés contemporaines, que ce soit en Europe ou aussi en Amérique latine, du fait de vos recherches sur le Brésil, ce qui permet d'intéressantes comparaisons internationales sur les questions du lien social et ses formes de structuration. Vous dirigez aussi une collection au sein de la maison d'édition Les Presses universitaires françaises, précisément sur la question du lien social. Vous êtes en outre le directeur de la revue Sociologie, fondée en 2010, et vos recherches nous sont utiles au sein du Centre d'études de la cohésion et du conflit social pour penser le lien social de manière diversifiée et dans des contextes spécifiques, particulièrement pour la partie de l'agenda théorique de nos recherches. Mais revenons à vos premiers travaux dans les années 80, particulièrement votre recherche doctorale, qui porte sur la disqualification sociale. Vous vous intéressez au statut social des personnes touchées par la pauvreté, en particulier leur lien à l'institution publique, ce qui permet de mieux comprendre comment la précarité et la fragilité sociale transforment les personnes en assistées. Le concept de disqualification permet donc de reprendre le concept de pauvreté en intégrant la question du statut des pauvres par rapport à l'État, dans son rôle d'assistance sociale. Il permet de mieux appréhender les identités que les pauvres construisent dans ce cadre. Et vous établissez donc une typologie des types de désaffiliation sociale dans une dimension croissante, depuis les fragiles aux marginaux en passant par les assistés. Ce travail correspond à un moment particulier de la société française quand le chômage de masse, du fait de la crise, fragilise les avancées sociales qui ont lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. La première question de cet entretien est donc la suivante. Que nous enseigne aujourd'hui sur les sociétés l'étude de la pauvreté et la manière dont les institutions traitent les pauvres? Alors, ce qui me semble important, effectivement, c'est de prendre en compte, pour analyser le phénomène de la pauvreté, non seulement la question des pauvres en tant que tels, analysée de façon substantialiste, mais les relations d'interdépendance entre la catégorie des pauvres telle qu'on l'a construite dans telle ou telle société et donc l'ensemble social, l'ensemble des groupes sociaux qui participent à ce tout social. Et donc, l'analyse que je propose de la pauvreté, à partir de ce livre, La disqualification sociale, c'est de bien comprendre cette relation d'interdépendance. Et donc, le regard que j'ai essayé de porter sur la pauvreté nous indique finalement quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de la société dans son ensemble. Ce n'est pas simplement l'univers de vie des pauvres que j'analyse, mais c'est bien le fonctionnement de la société dans son ensemble. Et ce travail est en quelque sorte une introduction à l'analyse des comparaisons de sociétés que je poursuis d'ailleurs encore aujourd'hui à travers la théorie sociale de l'attachement. Et je dirais que cette orientation nous conduit à voir que finalement les pauvres ne sont pas traités de la même façon d'une société à l'autre et que ce traitement des pauvres dépend en grande partie de la façon dont on se représente cette question et la façon aussi dont on entend traiter cette pauvreté, soit selon que l'on considère qu'elle est quelque chose de naturel et pour laquelle on n'a pas grand-chose à faire. Dans certaines sociétés, on naturalise la pauvreté. Elle fait partie en quelque sorte de l'ordre social que l'on considère naturel dans les représentations. Donc dans ces cas-là, la politique sociale est forcément minimale. Et la politique de lutte contre la pauvreté n'existe quasiment pas. Dans d'autres sociétés, on va considérer qu'il faut traiter la question de la pauvreté, mais en considérant en particulier que les pauvres doivent d'abord se prendre en charge eux-mêmes, si bien que l'on a tendance à culpabiliser les pauvres,
à les obliger finalement à effectuer le nécessaire pour se prendre en charge eux-mêmes, c'est-à-dire travailler, et que dans ces cas-là, le travail des institutions, c'est de faciliter leur intégration professionnelle en les incitant à reprendre en fait une intégration et en se prenant en charge. Et puis dans d'autres sociétés, on va considérer que les pauvres, ce sont des victimes et que la pauvreté est une anomalie du système. Parce que la pauvreté est considérée comme quelque chose qui ne doit pas exister. Et dans ces sociétés-là, on va effectivement mettre en place des politiques préventives, des politiques beaucoup plus générales de transferts sociaux pour éradiquer la pauvreté. Et donc vous voyez que déjà, selon que l'on conçoit ou non la pauvreté de telle ou telle manière, cela indique déjà le fonctionnement de la société dans son ensemble et la façon dont on construit le lien social dans ce type de société. Très bien. Parler de la pauvreté, donc, qui n'est pas une situation homogène, c'est aussi parler des différents statuts et de différentes catégories sociales. Vous avez un peu avancé dans cette direction. Pourquoi est-il toujours important d'utiliser ces catégories pour comprendre le monde contemporain? Pourquoi faire une place si large au mécanisme institutionnel de la disqualification sociale? Alors, c'était au départ, quand j'ai commencé à analyser ce phénomène, je m'apercevais que tout d'abord, l'approche dans une société donnée, et je raisonnais d'abord dans la société française, et en plus dans une région particulière qui était ma région d'origine, la Bretagne, et donc et dans la région de Saint-Brieuc tout particulièrement, et donc je m'apercevais que les institutions pouvaient avoir une approche différente de la pauvreté, et qu'il pouvait y avoir des variations d'une institution à l'autre. Et qu'on pouvait donc presque parler d'un partage institutionnel de la pauvreté. Chaque institution créait en quelque sorte sa cible, sa clientèle, entre guillemets, de pauvres. Et si bien qu'il me semblait vraiment important de prendre en compte le processus de catégorisation de la pauvreté par ce jeu institutionnel. En même temps, je me rendais compte aussi que les pauvres, d'une certaine manière, quand on les interrogeait sur leurs expériences, avaient aussi tendance à se distinguer les uns des autres, à renforcer finalement les différenciations qui parfois paraissaient relativement limitées pour l'observateur extérieur, mais qui étaient plus importantes encore pour les pauvres parce qu'ils avaient besoin justement d'affirmer leurs différences les uns par rapport aux autres pour se rehausser dans certains cas en infériorisant les autres, ceux qui étaient proches d'eux. Donc en réalité, il y a une sorte de catégorisation institutionnelle qu'il faut prendre en compte et en même temps les expériences vécues permettent d'insister sur ces différenciations qui sont importantes d'un point de vue sociologique. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que finalement le phénomène que j'étudiais de la disqualification sociale pouvait s'appréhender comme finalement un long processus. C'est pas une seule catégorie de pauvres, mais bien un processus qui peut comporter plusieurs phases. Et mon travail de thèse a consisté à analyser ces différentes phases du processus. Très bien. Les sociétés européennes ont opté face à la pauvreté pour la mise en place de revenus minimums qui favorisent l'insertion sociale, comme vous le disiez. Dans cette région du monde, ici, nous avons plutôt opté pour les transferts conditionnés, avec certaines limites. Comment évaluez-vous les résultats de ce type de politique face à la pauvreté? Est-ce suffisant pour assurer un minimum d'intégration sociale? Et quelles sont les implications morales de ce genre de politique pour les personnes qui en sont les sujets ou les objets? Ça dépend du point de vue. En particulier, comme vous l'ébauchez, la responsabilisation du pauvre en ce qui concerne sa propre sortie de la pauvreté, si c'est possible. Alors effectivement, il y a plusieurs expériences de revenus minimum dans le monde. Et qui sont de nature assez différente. Pratiquement après avoir soutenu ma thèse en 1988 à l'École des hautes études en sciences sociales, la France s'est lancée dans une expérience qui a été importante, qui était le revenu minimum d'insertion. Et pour les allocataires du revenu minimum d'insertion, il était demandé qu'ils fassent un travail de recherche d'une solution d'insertion. On était dans une idée que l'assistance était quelque chose de relativement négatif
insuffisant comme statut durable. Et par conséquent, on pensait que l'assistance était un droit, mais en même temps qu'il était nécessaire que l'on apporte un droit complémentaire, un droit à l'insertion. Et c'est la raison pour laquelle on a créé des commissions locales d'insertion et beaucoup de solutions d'insertion ont été trouvées, ou en tout cas recherchées pendant toute cette période. Et je dirais que la conception française était très très proche d'une conception, je dirais, de solidarité organique. Il s'agissait de retrouver sa place dans la société. Les pauvres, finalement, étaient sortis de la complémentarité organique qui a été pensée en fonction du monde du travail, en fonction des différents statuts, des différents groupes professionnels. Les pauvres étaient vus comme en dehors de cette solidarité organique. Il s'agissait donc, à travers le revenu minimum, de leur offrir des possibilités de retrouver leur place dans cette solidarité organique. Aujourd'hui, quand j'observe les revenus minimums que l'on essaye de mettre en place en Amérique du Sud ou dans d'autres régions, je me rends compte que finalement la conditionnalité est un tout petit peu différente. Parce qu'on va insister, non pas forcément pour retrouver sa place dans une solidarité organique qui paraît très incertaine et très peu développée dans les pays d'Amérique du Sud. En revanche, c'est là cela me semble vraiment tout à fait intéressant de voir ce que l'on attend finalement du pauvre. On attend finalement que le pauvre prenne en charge sa famille. Et donc la complémentarité, enfin l'exigence institutionnelle, c'est par exemple que les enfants aillent à l'école. Donc on voit très bien qu'on insiste sur la dimension parentale, sur le devoir parental de bien éduquer ses enfants, c'est-à-dire de ne pas les garder à la maison, mais de leur offrir les meilleures possibilités d'une éducation. Et donc là, on voit déjà se dessiner à travers les attentes institutionnelles, les exigences institutionnelles, on voit finalement se dessiner la conception elle-même de l'intégration sociale d'une certaine manière. Et pour les bourses familles, par exemple, au Brésil ou dans d'autres pays, on voit vraiment que c'est un accès à un droit qui fait office finalement de protection sociale, parce qu'il y a très peu de protection sociale par ailleurs, et avec une exigence donc familiale avant tout. De reconstituer la famille et pour préparer le travail éducatif dans de meilleures conditions. Pour approfondir sur la question des spécificités de l'Amérique latine, on peut dire que l'informalité ici est un espace important de résolution des problèmes d'intégration, particulièrement d'intégration professionnelle, et particulièrement pour les groupes les plus défavorisés. Les sociétés européennes, en particulier celles du Nord, ne possèdent pas vraiment ce type d'espace d'informalité. Donc du coup, le chômage et l'assistance sociale occupent une place très différente en Europe par rapport à l'Amérique du Sud. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que cela signifie par rapport au rôle de l'État dans la cohésion sociale? Alors effectivement, il y a des différences extrêmement fortes de ce point de vue en Europe et en Amérique du Sud. Ce qui me frappe, par exemple, quand on interroge des chômeurs sur leur activité pendant la période du chômage, ce qui est le cas parce que j'ai fait plusieurs enquêtes, y compris récemment en Europe, et je me suis rendu compte qu'en France, mais c'est le cas aussi en Allemagne, on ne peut pas aborder dans un entretien cette question du travail informel, tout simplement parce qu'il est interdit, profondément interdit. Si on arrive à savoir que le chômeur a travaillé de façon informelle, on va lui retirer ses indemnités de chômage. Donc il existe bien sûr des chômeurs qui, pour survivre, essayent de compléter leur indemnité de chômage en travaillant au noir, comme on dit, mais en tout cas c'est tout à fait dissimulé, caché, et ça, il ne faut absolument pas que ça puisse se savoir, si bien que c'est même difficile d'enquêter sur ce sujet en France pour cette raison. Alors que le chercheur européen qui vient faire des enquêtes ici est frappé de voir que le travail informel est partout. Et le travail informel, c'est le quotidien de franges importantes de la population. Sans travail informel, ce serait donc l'absence de survie. Donc la survie passe par le travail informel. Et donc cela veut dire que finalement,
on peut comprendre ça avec ce concept que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire le concept de solidarité organique. Pourquoi en Europe on est si vigilant à l'égard du travail informel? Parce que l'on considère que c'est une entorse à cette conception de la solidarité organique. Parce que la solidarité organique, c'est de permettre à tout le monde d'appartenir à un groupe professionnel, de payer des cotisations sociales, d'accéder à la protection sociale et donc de faire fonctionner l'ensemble de la société sur cette base de la solidarité organique. Et donc, on comprend que si tout le monde ne joue pas le jeu de cette solidarité organique, le système risque de s'effondrer. Alors que dans les pays comme le Chili ou le Brésil, avec un taux si élevé de 30 à 40% de travail informel, on voit très bien que l'objectif n'est pas de parvenir à la solidarité organique, mais de survivre par son travail. C'est tout à fait différent. Et c'est la raison pour laquelle, quand on n'a pas d'horizon de solidarité organique dans une société, ben, on peut laisser effectivement le travail informel se développer parce que justement on considère que c'est un moyen pour les pauvres de survivre. Donc d'une certaine manière on accepte aussi les grandes inégalités dans le monde du travail, on accepte la pauvreté globalement parce qu'on ne la combat pas. Combattre le travail informel, c'est obliger les entreprises à intégrer professionnellement et donc à créer des opportunités de carrière pour tout le monde. Quand on l'accepte, on accepte implicitement ces inégalités et donc la pauvreté de franges importantes de la population. Passons maintenant à vos travaux sur la précarité au travail. Un de vos livres sur le sujet, Le salarié de la précarité, a été récemment traduit en espagnol par une maison d'édition argentine, ce qui facilite la diffusion de vos apports auprès d'un public hispanophone. Vous distinguez deux dimensions de la précarité du travail et la précarité de l'emploi, ce qui permet de diversifier notre compréhension de l'intégration professionnelle aujourd'hui. Ce livre apparaît aussi quelques années après La misère du monde de Pierre Bourdieu. Pouvez-vous nous expliquer cette distinction que vous réalisez entre précarité du travail et précarité de l'emploi et que nous dit cette distinction sur l'Europe et sur l'Amérique latine? Alors, pour moi, cette distinction, elle est fondamentale. D'ailleurs, généralement, les sociologues la font de façon assez systématique. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est effectivement que quand on se place du côté du travail de la sociologie du travail en Amérique du Sud, elle est finalement assez peu importante. Enfin, en tout cas, elle n'est pas classique. Vous évoquez le travail de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu va mettre l'accent dans La misère du monde avec toute son équipe sur justement la souffrance. La souffrance qui est liée au travail, mais qui est liée finalement d'une façon plus générale au malaise que l'on vit dans ces années 90. Le livre a été publié en 93 dans la société française. Et ce qui est frappant, c'est que Pierre Bourdieu pense justement la pauvreté sous l'angle d'une misère, non pas de condition, mais de position. Donc il a bien intériorisé l'idée que ce qui est important en France, c'est le statut, c'est la distinction en fonction donc des statuts. C'est la place que l'on a dans une hiérarchie sociale et donc la position sociale est essentielle. Et la misère, dans ces cas-là, c'est effectivement de se sentir en décalage par rapport à la position sociale que l'on souhaite. C'est cette sorte de déviation qui crée de la frustration et donc de la souffrance. Et dans le monde du travail, c'est très courant d'avoir un emploi qui n'apporte pas de satisfaction, qui apporte parfois même un mécanisme d'infériorisation et de frustration généralisée. Et donc, les symptômes de dépression que l'on voit dans le monde du travail sont souvent liés à ce décalage entre l'aspiration de l'individu et son travail effectif. D'autant qu'il attache, tous les individus dans une société comme la société française, attachent beaucoup d'importance à la réalisation dans le travail. Alors, c'est la raison pour laquelle il me semble que quand on parle d'intégration professionnelle, on est attaché au moins autant à la question du statut qui protège, à la possibilité de faire une carrière, à la possibilité d'avoir
une protection sociale fondée sur la stabilité de l'emploi, et en même temps, on voit bien que l'essentiel qui se joue dans le monde du travail, c'est d'être pleinement reconnu, d'avoir un statut qui est appréciable par autrui et à partir duquel on se définit en tant qu'individu. Donc voilà ce qui me semble important de ce point de vue-là. En ce qui concerne, je ne sais pas si on va y venir, mais en ce qui concerne la société chilienne, il me semble que la problématisation de ce point de vue est tout à fait différente. On peut avancer dans ce domaine. En quoi vous semble-t-il important de reprendre cette distinction, particulièrement dans le cas du Chili? Effectivement, les types d'emplois sont en général beaucoup plus instables, avec des conditions contractuelles forcément limitées, des emplois en général peu qualifiés. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette différence de statut entre les deux types de précarité? Alors, dans la société chilienne, ce qui me frappe beaucoup, c'est le caractère extrêmement inachevé de la société salariale. La société salariale, c'est l'organisation finalement de la société en fonction d'une conception organique de la société et qui protège les salariés directement. Donc, au Chili, cette protection des salariés est extrêmement faible. Il y a eu, avant la période de la dictature, des avancées dans le domaine de l'organisation de la société salariale, mais il me semble, pour ce que j'en sais en tout cas, que tout cela a été remis en question pendant cette période et il y a eu une sorte de prolongement vers la mise en place de politiques néolibérales qui ont finalement condamné cette société salariale. Donc effectivement, l'intégration professionnelle ne passe pas véritablement par une défense statutaire, par une protection sociale qui garantit l'avenir. Et par ailleurs, ça c'est donc pour la question de l'emploi et de la stabilité de l'emploi, et par ailleurs, comme vous le dites parfaitement, le niveau de qualification globale reste assez faible pour, en tout cas, des segments importants de la population active. Et donc la possibilité de se réaliser véritablement dans une carrière est plus faible au Chili probablement que dans une société où la qualification est plus importante pour l'ensemble de la population active. Si bien que on a un petit peu le sentiment que dans ces conditions, il est difficile de concevoir un réel épanouissement personnel dans le travail. Pour beaucoup de salariés, la situation de la précarité est inquiétante en France, mais pour beaucoup de salariés, il y a quand même, au moment de l'entrée dans une carrière, l'idée que l'on ne va pas rester toute sa vie à faire exactement la même fonction, qu'on va pouvoir se former, qu'on va pouvoir connaître une progression de carrière et se réaliser dans de nouvelles qualifications que l'on va acquérir. Et donc, on va avoir aussi progressivement son salaire augmenter en fil de la carrière. Il me semble que ces perspectives sont beaucoup plus rares dans la société chilienne, si bien que le travail est en quelque sorte marchandisé. C'est avant tout la survie au quotidien, c'est-à-dire on travaille parce qu'on est globalement contraint de le faire et parce que c'est la seule façon de survivre. C'est tout à fait autre chose que de se réaliser personnellement dans une qualification, dans un homo faber par exemple, qui est le fait de se réaliser en faisant, c'est-à-dire en travaillant. Il me semble que on est, en tout cas, bien entendu, c'est pas tout à fait la même chose pour les catégories qualifiées de la population active, mais globalement, la population active est encore aujourd'hui au Chili assez peu qualifiée. Et par conséquent, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'il y a un rôle fondamental de l'école. Quand on pense le monde du travail, il faut penser aussi le monde de l'apprentissage du monde du travail à travers l'école. Or, pour parvenir à une solidarité organique, à une société salariale, il faut commencer par l'école, donc de donner des opportunités d'acquérir une véritable formation qui va pouvoir être
valorisés dans le monde du travail. Or, le système scolaire chilien me paraît aussi extrêmement inégal et en tout cas pour ce qu'il représente du point de vue de l'organisation publique, me semble comporter un certain nombre de limites ou de dysfonctionnements. Ce livre sur le salarié de la précarité montre que ces formes de disqualification au travail ont un impact sur les luttes sociales, particulièrement dans leur dimension collective. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Ce que je vérifie effectivement, ce que j'ai vérifié dans ce livre, Le salarié de la précarité, dans l'enquête que j'ai réalisée, c'est effectivement que les salariés qui sont en précarité du travail et de l'emploi, et en particulier ceux qui cumulent précarité du travail et précarité de l'emploi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de stabilité professionnelle et vivent dans l'insécurité permanente de leur emploi, et ceux qui ne peuvent se réaliser au travail parce qu'ils effectuent un travail avilissant, un travail aliénant, un travail qui n'offre que des contraintes difficiles à supporter, ces individus-là ont finalement beaucoup plus de difficultés à concevoir l'organisation collective. Parce que finalement, d'une certaine manière, ils sortent des luttes sociales ordinaires. Ils sont déjà proches du chômage. Ils ne sont pas véritablement intégrés et n'ont pas les moyens non plus de la stabilité nécessaire pour conduire des luttes sociales pour améliorer leur situation. Donc la précarité fragilise les luttes sociales. En France, les conflits sociaux dans les années 60 étaient beaucoup plus importants dans le monde du travail. On se mettait très facilement en grève et on obtenait des améliorations substantielles en se mettant en grève. Donc les conflits du travail avaient un effet direct sur l'amélioration des salaires et des conditions de travail. Donc aujourd'hui, la précarité professionnelle va limiter cette perspective de résistance. Et je dirais que ce que l'on voit des mouvements sociaux en France, c'est souvent des défenses statutaires, donc des personnes qui ont des choses à défendre, des statuts à défendre, qui descendent dans la rue, mais ce ne sont pas les plus précaires que l'on voit. Pour revenir un peu sur ces deux grands sujets, la pauvreté et la précarité, donc vous avez travaillé depuis le début de votre carrière, en quoi le flux de migrants en Europe aujourd'hui remet-il en question d'abord la typologie sur les formes de pauvreté, en particulier leur lien à l'État, mais aussi la question de la précarité au travail. Ces populations qui arrivent de manière massive, en particulier du Moyen-Orient, ne partagent pas toujours la communauté de destin des locaux, ce qui change fondamentalement les critères d'intégration possibles. Comment envisagez-vous cette situation ? Cette situation est assez dramatique, il faut bien le remarquer. Cet afflux massif de migrants pose des problèmes d'intégration évidents, car il y a déjà beaucoup de chômage dans les sociétés européennes, dans la société française notamment, et donc cet afflux massif ne se traduit pas immédiatement par une intégration professionnelle. Le plus souvent, les personnes qui arrivent de l'étranger vont justement effectuer du travail informel, du travail illégal. Et parfois aussi, ils vont pratiquer beaucoup la mendicité dans les rues des villes, au feu rouge, etc., quand il y a une forte circulation, etc. Ils sont là dans l'espace urbain et on voit effectivement ces migrants qui ne sont pas intégrés. Alors, ce qui veut dire qu'il est important dans une société comme la société française de faire en sorte de créer les conditions favorables de l'accueil de ces populations, de créer un élan de solidarité, un élan de générosité, d'ouverture et d'accueil. Or, je dirais que c'est plutôt le contraire que l'on voit, c'est des formes de prudence, de méfiance. Et on voit effectivement dans ces conditions la montée du racisme et une intransigeance extrême à l'égard de ces populations que beaucoup, notamment le Front National, souhaitent renvoyer hors de France. Donc on a un débat qui est intéressant en soi parce qu'il montre qu'il y a des potentialités de solidarité dans la société française, mais que cela ne va pas de soi parce que ça oppose finalement les Français les uns aux autres.
Et donc ça menace à terme la cohésion sociale, parce que le racisme est l'expression de cette dégradation de la cohésion sociale. Et alors que, si vous voulez, dans les années 60, la France a accueilli beaucoup de populations migrées et l'intégration s'est faite, je dirais, globalement assez facilement parce qu'il y avait beaucoup d'emplois et parce que finalement les entreprises avaient besoin de cette main-d'œuvre pour accélérer la productivité et pour permettre une croissance plus rapide encore. Aujourd'hui, on est dans une société post-industrielle avec un taux de croissance extrêmement faible, avec un chômage endémique et donc inévitablement ça fait le jeu de l'extrême droite. Vous travaillez maintenant sur une théorie générale du lien social que vous qualifiez de théorie sociale de l'attachement. Vous réfléchissez sur les liens qui nous unissent les uns aux autres, ces chaînes invisibles dont parle Norbert Elias, particulièrement les liens de filiation entre parents et enfants, le lien de participation élective entre proches, amis, conjoints, les liens de participation organique dans le monde professionnel et le lien de citoyenneté au sein de la communauté politique prise de manière plus ample. Ceci vous permet de revenir sur la notion de solidarité. Pourquoi choisir cet angle pour comprendre l'intégration sociale? Alors, tout d'abord, il m'a semblé important, dans le prolongement de mes travaux sur la pauvreté, de bien distinguer différentes formes d'attachement, de prendre en compte des liens, et vous les avez énumérés. Et le premier travail que j'ai fait, c'était de voir finalement qu'est-ce qui attache les individus au système social, concrètement. Et d'où cette typologie d'abord des liens sociaux. Avec ce travail que nous avons fait dans le cadre de mon séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a été de distinguer pour chaque type de lien social, donc il y en a 4, vous les avez énumérés, une forme de protection et une forme de reconnaissance. C'est cette double dimension qu'on va retrouver d'ailleurs dans la définition de l'intégration professionnelle, mais que j'ai volontairement essayé d'analyser pour chaque type de lien social. Et effectivement, on trouve des formes de protection et des formes de reconnaissance pour chacun de ces 4 types de liens sociaux. Donc, cette façon d'analyser l'intégration, c'est de dire que finalement, il n'y a pas que le lien professionnel pour assurer cette intégration, mais qu'il faut avoir une vision très très large des mécanismes par lesquels se construit ce processus d'intégration sociale. Et pour avoir une vision plus large, il faut effectivement, dans un premier temps, distinguer ces différents types de liens pour voir comment ils peuvent s'entrecroiser et permettre en quelque sorte l'intégration des individus au système social. Mais là, on est dans la perspective de l'intégration des individus à la société, à travers ces différents types de liens, ces liens qui constituent en quelque sorte l'enveloppe sociale de l'individu, hein, à partir de laquelle il construit son identité. Mais en même temps, ce premier travail que j'ai fait me semblait relativement insuffisant pour permettre véritablement les comparaisons internationales. Car chaque type de lien renvoie finalement à un cadre moral spécifique, à une morale spécifique. Et il fallait identifier comment chaque société construit finalement son système normatif en référence à ces différents types de liens. Or, ce système normatif peut varier d'une société à l'autre. Si bien que cette théorie sociale de l'attachement permet de penser l'intégration de l'individu ou des individus à la société, mais pour aller plus loin, il faut aussi analyser le mode de régulation sociale globale et prendre en compte comment l'intégration de la société est possible, et à partir également de cette analyse des différents types de liens sociaux. Parce que et c'est ce que j'essaye de faire actuellement, le processus de recherche est en cours, il s'agit de voir comment finalement un type de morale dans une société donnée va pouvoir être à un moment donné de l'histoire dominant, prééminent, pour assurer la régulation sociale et permettre l'intégration de la société dans son ensemble. Et c'est cette recherche, quel est le lien prééminent, qui est passionnante à faire, parce que ce lien prééminent a pour effet, quand on analyse bien le fonctionnement social, de se diffuser
d'influencer les autres types de liens par sa logique normative. Donc la logique normative pénètre finalement les autres sphères de la société qui renvoient aux autres types de liens. Et donc on a un lien dominant au sens où ce lien est extensif et imprime sa marque pour que les individus finalement puissent avoir un cadre cohérent pour être intégrés à la société et pour que la société finalement puisse continuer à se perpétuer. Et donc c'est ce cadre-là qui me semble très très important à analyser. Et c'est un magnifique chantier de recherche que je mène actuellement parce que j'apprends tous les jours en passant d'une société à l'autre, je regarde, je multiplie les données comparatives, les sources anthropologiques, historiques. C'est un travail à un moment donné qu'il faut arrêter parce que c'est tellement gigantesque qu'il faut à un moment donné être raisonnable, mais il est extrêmement passionnant à effectuer. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le Chili, justement, sur la base de cette théorie de l'attachement social? Donc, dans une société plutôt compétitive, individualiste et familialiste à la fois, restructurée par une dictature longue et sans véritable protection sociale. Qu'est-ce qu'on peut dire du vivre ensemble au Chili? Tout d'abord, quand on exploite des données internationales ou des enquêtes que l'on peut comparer d'une société à l'autre, d'un pays à l'autre, on est frappé d'une chose, c'est que le vivre ensemble dans la société chilienne ne va pas de soi. Pourquoi? Parce que on voit que les Chiliens finalement ont très peu confiance dans leurs propres institutions nationales. Ça, c'est déjà un premier point. Vous voyez, le pourcentage de Chiliens qui font confiance à l'institution judiciaire est très faible, et un des plus faibles dans le monde, en tout cas dans l'Amérique du Sud, ça c'est sûr. Et donc, quand il y a si peu de confiance dans les institutions, et en particulier dans les institutions de la justice, on peut difficilement fonctionner ensemble, parce que pour fonctionner dans une société, on a besoin de se faire confiance et d'avoir confiance dans les institutions. Il y a un autre indicateur qui m'a beaucoup frappé dans la société chilienne, c'est la proportion de personnes qui font confiance à autrui, les personnes que l'on ne connaît pas, que l'on croise dans la rue. Et la méfiance envers autrui est extrêmement forte dans la société chilienne. Si bien qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, l'espace public est très rétréci par rapport à d'autres sociétés. L'espace public est très rétréci, c'est-à-dire que l'individu va dans cet espace public chercher à se défendre et à protéger ses propres intérêts. Donc le vivre ensemble n'est possible finalement que dans le cadre d'une sphère beaucoup plus privée, et aussi plus limitée du point de vue des échanges, et qui va se limiter finalement à la sphère familiale, ou à la sphère familiale élargie, incluant l'ensemble du réseau de parenté, et parfois des amis qui sont très proches et qui vont être associés à ce réseau de parenté élargi. Mais c'est une solidarité de proximité, c'est-à-dire qu'on va faire confiance à ceux que l'on connaît, à ceux que l'on peut justement intégrer dans son propre réseau d'entraide et de solidarité, et que tout ce qui est à l'extérieur est source de méfiance. Alors on le voit, et d'ailleurs Emmanuel, vos propres travaux vont aussi dans ce sens, puisque vous avez étudié dans la société chilienne toutes les formes d'accès à des services et à l'emploi qui passent par ce qu'on appelle en France le piston. Et donc on est dans une société où on se fait confiance de façon limitée, et on préfère effectivement faire appel à ses proches et à son réseau de proximité. Alors on a donc une société globalement chilienne qui ne protège pas par l'emploi, encore plus depuis qu'on mène des politiques néolibérales très intenses. On a un espace public limité, un espace de citoyenneté qui va être faible de ce point de vue-là aussi, puisque pour qu'il puisse y avoir un espace de citoyenneté, il faut qu'il y ait une morale civique très forte. Or, dans l'espace public, on va chercher plutôt à défendre ses propres intérêts plutôt que les intérêts collectifs. Donc, d'une certaine manière, en termes d'attachement, ce qui va faire la cohésion sociale, ça ne peut pas être ni le travail, ni l'espace public, ni le lien de citoyenneté, ni la morale civique. Donc, ce qui va faire cohésion, ce qui va permettre
faire cohésion, c'est finalement une certaine morale domestique qui est liée à un régime que j'appelle familialiste. Et puisque la société chilienne se trouve en ce moment dans une phase plutôt de conflit social, enfin bon, la société française aussi, si on revient un peu à l'inspiration générale de votre théorie de l'attachement, est-ce qu'elle permet de penser le conflit social ou bien tend-elle inévitablement une vision plus irénique du fonctionnement de la société? Alors j'estime que cette théorie sociale de l'attachement permet de penser le conflit. En fait, le conflit est nécessaire dans toutes les sociétés. Les sociologues, depuis Zimmel, depuis Causer, qui a repris aussi beaucoup les travaux de Zimmel pour analyser la fonction sociale du conflit, tous les sociologues aujourd'hui acceptent l'idée que le conflit est nécessaire. Donc il ne s'agit pas de penser qu'il faut éviter le conflit, au contraire, le conflit peut être quelque chose de positif au sens où il permet une régulation de la société. Ce que je constate quand je passe d'un régime d'attachement à l'autre, c'est finalement qu'il y a des différences en termes de capacité de régulation de la société par le conflit. Dans les sociétés nordiques, où le conflit, où le régime est universaliste, c'est-à-dire fondé avant tout sur la prééminence du lien de citoyenneté, dans ces sociétés qui fonctionnent sur la base de l'universalisme, le conflit existe, mais dans le conflit prime en priorité l'intérêt général. C'est-à-dire que on peut avoir des intérêts divergents, mais la négociation va se faire plus rapidement parce que les partenaires sont conscients de l'enjeu d'arriver à un intérêt général. Et donc, on le voit dans le monde du travail, les syndicats sont puissants. D'ailleurs, ils représentent dans certains pays 80% de la population active. Donc, les syndicats sont puissants, mais les syndicats savent négocier. Et donc, ils savent engager des réformes. Et ce n'est pas par l'affrontement systématique, brutal, violent, mais par cette capacité à aboutir à des résultats valables pour l'ensemble de la société. Donc là, on voit bien que le conflit dans un régime universaliste existe, sauf qu'il est hyper régulé. Dans la société française, on a un conflit permanent, parce qu'une solidarité organique, un régime que j'appelle organiciste, implique que les individus défendent leurs intérêts et appellent finalement à l'État, pour résoudre leurs problèmes liés à leur spécificité statutaire. Et donc le conflit, je dirais, est permanent, il est régulé par l'État, c'est l'État avant tout qui tranche, mais il est potentiellement plus violent que dans les sociétés nordiques, parce que justement on n'arrive pas à engager des réformes de façon sereine par la négociation. La négociation est toujours âpre, elle est toujours tendue. Dans les sociétés plus libérales, que j'appelle le régime volontariste, le conflit existe aussi fortement. Il mobilise davantage la société civile plutôt que la société industrielle, la société du monde du travail, pardon. Et on voit par exemple des conflits qui sont sur la place publique. Mais avec une capacité de régulation aussi, parce qu'on attend beaucoup du rôle des associations d'arriver à faire avancer un certain nombre d'idées. Et je dirais que dans les sociétés où le régime familialiste est très présent, c'est le cas du Chili, c'est le cas de pays d'Amérique du Sud, je dirais que c'est dans ces pays-là que le conflit est présent et assez peu régulé. C'est-à-dire que c'est dans ces sociétés que risquent d'éclater le plus des formes de violence. Parce que justement, il n'y a pas d'aptitude véritable à socialiser le conflit. On le socialise assez peu et il conduit à des affrontements dont l'issue est souvent la violence extrême et l'intervention des pouvoirs publics. D'accord. Entre autres auteurs, Émile Durkheim a une place importante dans vos travaux. Durkheim a publié des études centrales pour la compréhension de l'intégration sociale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, jusqu'à sa mort en 1917, après le décès de son fils lors de la Première Guerre mondiale, ainsi que d'un certain nombre de ses étudiants
au front. Durkheim a travaillé sur l'organisation de la société autour du travail, le crime, la déviance, la religion, le suicide, les représentations collectives, aussi un travail très très large, entre autres sujets. Pourquoi et en quoi nous sert-il aujourd'hui pour comprendre le monde contemporain? Alors, je pense que Durkheim, comme d'ailleurs les autres fondateurs de la sociologie, ont été attentifs au fonctionnement et au dysfonctionnement de la société de leur époque. Et ils ont essayé justement de développer une méthode pour analyser ce fonctionnement ou ce dysfonctionnement. Et il me semble que Durkheim reste encore aujourd'hui, un siècle après sa mort, un sociologue très important. Il ne s'agit pas de dire qu'il a résolu les problèmes, il s'est même trompé plusieurs fois, on le sait aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, c'est intéressant de comprendre pourquoi il s'est trompé. Et donc de s'inscrire dans la filiation de Durkheim, c'est pas de dire Durkheim c'est le dieu de la sociologie et qui a résolu tous les problèmes. Au contraire, c'est de dire que il est sympathique Durkheim, mais il s'est trompé. Mais quand on comprend pourquoi il s'est trompé, on peut essayer d'avancer dans sa direction pour faire ce qu'il n'a pas peut-être eu le temps de faire dans sa carrière et de faire des découvertes qu'il n'a pas faites. Donc c'est un peu dans cette perspective que je me situe. Je ne suis pas dans une admiration béate du fondateur de la sociologie française, mais je dois dire que c'est celui qui m'inspire le plus pour conduire les recherches que je mène sur les différentes formes d'attachement aujourd'hui. Et d'ailleurs, lui-même parlait de l'attachement au groupe dans son livre sur l'éducation morale, et je trouve que ça reste encore très très intéressant. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, on considère que Durkheim était un conservateur, qu'il n'a pas posé la question du conflit. D'abord, je trouve que c'est très injuste, et je crois que c'est une mauvaise lecture de Durkheim. Durkheim n'était pas un conservateur, il était plutôt, à son époque, un progressiste, un défenseur des institutions républicaines françaises, un défenseur des droits de l'homme. Il n'était absolument pas un sociologue comme avait pu l'être Auguste Comte, très défenseur de la morale domestique, etc., et d'une vision traditionnelle de la famille. Durkheim était un progressiste, et on a souvent tendance à le considérer sous son angle très, très normatif et très positiviste, et ce qui est à mon avis une vision un peu trop restreinte de son œuvre. Pour conclure, quelle place tiennent les méthodes de recherche dans vos travaux? Vous avez un petit peu annoncé cette question dans votre réponse sur Durkheim. Comment abordez-vous la dimension méthodologique du travail du sociologue dans sa recherche de compréhension de la société? Alors, premièrement, le sociologue n'est pas un essayiste. Le sociologue réalise des enquêtes. Il me semble qu'aujourd'hui, la plupart des sociologues sont d'accord avec cette idée-là. Des enquêtes qui peuvent être autant qualitatives que quantitatives. Moi, dans mes travaux, j'ai plutôt tendance à combiner les approches qualitatives et quantitatives. Donc il y a chez le sociologue aujourd'hui le besoin de démontrer que ce qu'il dit a une base empirique solide. Et donc ce qu'il avance est solide. Donc il faut vérifier empiriquement les hypothèses que l'on peut émettre sur la base d'un raisonnement sociologique. Et je dirais que le sociologue est inévitablement un comparatiste. C'est-à-dire qu'on peut comparer dans sa propre société, on peut comparer des sociétés différentes, mais le sociologue ne fait que finalement de la comparaison. Il ne peut faire que de la comparaison. Et de ce point de vue, le travail que je fais actuellement emprunte aux méthodes qualitatives, quantitatives, mais emprunte aussi beaucoup à l'analyse des sociétés, du travail normatif des sociétés. Et pour cela, je dirais que ce que je fais peut-être plus maintenant au moment où je me lance dans ce chantier sur la théorie sociale de l'attachement, j'attache peut-être
aussi beaucoup d'importance à l'histoire et à l'anthropologie en complément de la sociologie. Et donc, je dirais, je défends la sociologie dans un environnement de dialogue avec les sciences sociales en général. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que j'essaye d'enseigner la sociologie à mes doctorants. Notre entretien touche à sa fin. Merci beaucoup Serge Pogam pour cet entretien. Et à bientôt. Merci beaucoup pour la qualité de cette réflexion que vous avez menée à partir de mes travaux.